Welcome to the rebellion. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Andor. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2. Ce deuxième arc d'Andor saison 2 se déroule 1 an après le premier et 3 ans avant la bataille de Yavin, soit la même année que la seconde partie de la saison 2 des Rebels. Mais avant de parler de celui-ci, je vais revenir sur quelques éléments que j'avais ratés du premier arc dans ma dernière vidéo. Sur les réseaux officiels de Star Wars, il a clairement été confirmé que le design du TIE Avenger de l'Empire Galactique sera repris plus tard par le Premier Ordre pour faire l'intercepteur TIE WI Whisper de Kylo Ren. En effet, la forme des ailes est assez similaire, mais comme un intercepteur impérial classique, mais le Whisper dispose également d'un hyperdrive et d'un canon sous la cabine, comme l'Avenger donc. A noter aussi qu'au sein du Premier Ordre, il existe un TIE Whisper produit en masse et qui ressemble plus au TIE classique, mais toujours armé d'un canon sous le cockpit avec un hyperdrive. D'ailleurs pour cela que les vaisseaux du Premier Ordre, au début de l'ascension de Skywalker, peuvent passer en hyperespace pour pourchasser le Faucon Millennium. Et autre détail de l'arc 1, la réunion organisée par Krennic fait très probablement référence à la conférence de Wannsee entre la fenêtre et la disposition des tables, comme on le voit bien dans cette reconstitution du film La Conférence. La conférence de Wannsee réunit à Berlin le 20 janvier 1942 15 hauts responsables du Troisième Reich pour mettre au point l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale visant à exterminer les Juifs. Merci beaucoup aux commentaires de la dernière vidéo pour cette remarque et n'hésitez pas si vous avez vu des choses que j'ai manquées. Commençons avec l'histoire principale de cet arc sur la planète Gorman. Gorman est une planète des colonies, une zone de la galaxie proche du noyau, dont la culture de la propagande impériale nous avait été présentée la semaine dernière. En arrivant sur la planète, la série nous présente sa capitale, Palmo, et précise qu'elle se trouve sur la route commerciale de Rima, une super hypervoie qui passe par des planètes connues comme Sullust et Eriadu, et pas très loin de Dagobah. Le plan aérien de Gorman est d'ailleurs très intéressant, on aperçoit ici la place principale que l'on verra plus tard, mais il a surtout des fortifications en forme d'étoile rappelant les fortifications de Vauban, une architecture militaire française servant à optimiser les défenses. Et les montagnes au loin sont réelles puisque Palmo, la capitale, a été greffée là où se trouve la ville de Colico en Italie. Et dans la ville, l'architecture est inspirée de Turin en Italie et de Lamech et Médine en Arabie Saoudite. Le personnage que l'on suit en premier sur Gorman est Cyril Karn, qui travaille désormais au bureau des normes de la planète. La mise en scène reprend d'ailleurs une image similaire du premier arc, avec un Cyril face à plusieurs miroirs, comme pour présenter les différentes facettes du personnage dans cette seconde saison. Et comme souvent dans Andor, les formes rectilignes et anguleuses sont associées au côté impérial et les formes circulaires aux rebelles. Et on peut remarquer que le premier miroir dans lequel se regarde Cyril comporte des arêtes et des angles, alors que le second miroir qui l'approche à lui est circulaire. Est-ce que ça voudrait symboliser que Cyril commence à se rapprocher du côté rebelle? Ce sera quelque chose à voir pour les prochains arcs. Cyril part ensuite au travail, ce qui nous permet de découvrir la place principale de Gorman. Et ici encore une fois on va retrouver des formes organiques associées aux rebelles, avec la place ronde, le dôme et les arches arrondies, alors qu'en arrière-plan, l'immense bâtiment impérial est froid, droit et rectiligne. Cette place est très importante car elle est aujourd'hui un mémorial du massacre de Gorman. Je vous parlais déjà dans la dernière analyse du massacre de Gorman qui existe dans l'univers légende et je m'attendais à le voir adapté mais à l'époque d'Andor. Mais au final on est bien plus proche de la version originale. En effet dans l'univers légende, 1 an après la proclamation de l'Empire Galactique, le vaisseau du capitaine Wilhuf Tarkin était bloqué par une foule pacifique de manifestants et il a décidé de faire atterrir le vaisseau directement sur la population. La majorité d'entre eux furent tués sur le coup, tandis que des centaines d'autres furent gravement blessés, et nombre d'entre eux moururent des suites de leurs blessures. Je m'attendais donc à voir le massacre adapté dans le canon, mais bien plus proche de la bataille de Yavin, puisqu'il est cité par Mon Mothma dans Rebels comme argument pour la fondation de l'Alliance Rebelle. Mais non, l'histoire est sensiblement similaire aux légendes, à ceci près qu'elle est encore plus proche de la proclamation de l'Empire, qu'elle est la même année, et que Tarkin était déjà Moff et non capitaine. Et la place a réellement été construite sur un plateau de 150 mètres de long au studio Pinewood, là où ont été construits et filmés le village de Jakku et le château de Maz du Réveil de la Force, Jedha City de Rogue One A Star Wars Story ou encore la zone d'atterrissage de Kessel dans Solo.
Petit point espèce présente sur Gorman, avec ici un Didinon, une espèce de l'ascension de Skywalker avec le résistant Engi Golba, là un Lirobru de la première saison d'Andor, et ici des Aki-Aki, l'espèce native de Pasaana, également vue dans l'épisode 9. D'ailleurs il y a un faux raccord puisque Cyril passe une première fois devant eux, puis une deuxième. À cette table se tient une alien d'une espèce qui n'a pas de nom, mais qu'on découvrait dans la scène d'introduction de la série, et un peu plus tard ici passe rapidement une autre alien sans nom d'espèce que l'on croisait dans Canto Bight dans les derniers Jedi, et là un cascadag du réveil de la force. Nous découvrons alors que Cyril Karn est sous écoute et surveillé par le Front Gorman, un mouvement rebelle déjà évoqué par Saw Gerrera dans la première saison. Et le casting des membres du Front Gorman est super intéressant. Il semblerait d'abord qu'une nouvelle langue ait été inventée pour la série, et grâce à ça, on peut reconnaître, en VO comme en VF d'ailleurs, l'accent des acteurs qui sont quasiment tous français, avec Caroline Vanier dans le rôle de Lisa, Alice Lawson dans le rôle d'Enza Rylands, Theo Castamarini dans le rôle de Dylan, Abraham Wappler en Sam, Thierry Godard en Lésine, ou encore Ella Pellegrini qui joue Derina. De plus, le leader du Front Gorman est un certain Caro Rylands, interprété par l'acteur Richard Sammel, un Allemand qui a déjà joué dans des films français comme OSS 117. Très intéressant d'avoir un casting majoritairement français dont les personnages sont dirigés par un acteur qui a joué beaucoup d'Allemands nazis. Cependant, la VF perd un aspect thématique avec la nouvelle langue inventée pour les Gors. Le basique, la langue commune de la galaxie, est donc l'anglais dans Star Wars, et en donnant des accents français et allemands aux Gors, il sonne européen, et on a ainsi un parallèle de la Seconde Guerre mondiale avec les Américains et les Anglais, ici représentés par le groupe de Lucen, qui envoie des agents pour aider la résistance, notamment française durant l'occupation nazie. Marina Tindall, spécialiste en dialecte, a créé la langue Gor, mais contrairement à d'autres langues écrites de Star Wars, comme l'Aurebesh basé sur le basique, le Gor n'est traduisible que si l'on comprend sa composante parlée. Et deux versions de la langue écrite Gor ont été créées, Gorel, le haut Gor, et Dixian, le bas Gor, nommés d'après les graphistes Elle McKee et Lauren Dix qui ont travaillé sur cette saison. À l'entrée du quartier général du Front Gorman, une vieille femme se tient avec son chien qui d'après StarWars.com porte un collier avec écrit en Dixian, donc le Bagor, Elvis. Cyril est en effet écouté par le Front Gorman, mais il est lui aussi en réalité dans un secret, puisqu'il est sur la planète en mission au service du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, dans le cadre de la mission secrète de Dedra Meero d'utiliser les rebelles sur place pour justifier l'intervention de l'Empire Galactique. Dans ce cadre-là, Cyril cherche à retourner de nuit sur son lieu de travail et trouve les gardes en train de regarder une course de modules, le même genre à laquelle participe Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Mais cet écran comporte beaucoup d'écritures en Aurebesh avec des informations intéressantes. Déjà en bas à droite, c'est le lieu de la course qui est inscrit, la Gavin Gateway de la planète Barunda, qui n'est autre qu'une course jouable dans le jeu vidéo légende Episode 1 Racer. Et en bas à droite, il y a les vainqueurs avec 3 noms, Tanya Richard, Marcus Sterner et Scott Pritchard, 3 employés d'ALM Industrial Light and Magic, l'entreprise fondée par George Lucas qui travaille sur les effets spéciaux de la majorité des grosses productions américaines. Autre petit détail que j'adore dans cette série, malgré l'expérience et la confiance que Cyril a acquis depuis la saison 1, il continue de s'écarter des petits druides insignifiants, alors que d'habitude ce sont ces druides qui s'écartent des gens. C'est discret, mais ça participe à la caractérisation du personnage. Et tant que je parle de Cyril, autant m'attarder un peu sur Dedra Meero, qui assiste à une réunion du BSI, où l'on découvre que son ancien aide, Hirt, a été promu au rang de superviseur, soit le même que Dedra. D'ailleurs, il est exactement à la place d'un autre superviseur de la saison 1, Blevin, qui a probablement été exclu du BSI entre-temps. L'un des problèmes du BSI évoqué lors de cette réunion est que l'Empire enferme trop de gens et a de plus en plus de mal à les contrôler. Lio Partagaz, le major du BSI, déclare alors qu'il doit discuter avec l'empereur lui-même et avec le colonel Yularen de l'augmentation des capacités de traitement. Wulf Yularen est un personnage qui a déjà fait une apparition dans la première saison et est un vieux personnage de Star Wars, puisqu'on l'apercevait déjà à bord de l'Étoile de la Mort dans Un Nouvel Espoir. Il est donc colonel au sein du BSI, mais avant ça, Yularen faisait partie de la Grande Armée de la République en tant qu'amiral et était assigné au général Anakin Skywalker à bord du destroyer stellaire de classe Venator, le Resolute. Revenons à Cyril, dont le bureau est inspecté par le BSI, qui ne sait alors pas qu'il est lui-même en mission pour eux.
Cependant, il profite de ce moment pour retourner sur Coruscant où il fait son rapport à Dedra Meero, puis est envoyé chez sa mère, Idi Karn. Chez elle, un journal télévisé passe en fond le Good Morning Coruscant, une référence évidente à l'émission américaine Good Morning America, où les deux présentatrices, Tofi et Mofi, parlent de plusieurs événements, dont le bal impérial. Le bal impérial est apparu dans une nouvelle The Voice of the Empire, auquel le directeur Krennic a d'ailleurs participé, et qui se déroule tous les ans au palais impérial de Coruscant, soit l'ancien temple Jedi, lors du jour de l'Empire, l'anniversaire de la proclamation de l'Empire galactique par Palpatine. Le bal impérial apparaît rapidement dans l'univers légende pour une histoire autour de Mara Jade, la main de l'empereur. Pendant que Cyril est sur Coruscant, c'est Cassian Andor qui est envoyé par Luthen Rael sur Gorman. Mais avant ça, on le retrouve aux côtés de Bix Khalid sur Coruscant dans une planque de Luthen. Le couple se rend dans une petite boutique pour faire ses courses et sur le chemin, il croise un Douoni, une espèce de solo Star Wars Story déjà vu rapidement dans la première saison. Cassian trouve dans la boutique un petit récipient qui attire son attention. Il est écrit en eurobèche piezo, une substance déjà citée par un impérial dans le premier arc, mais également dans la première saison sur Niamos. Il croise aussi un alien dont l'espèce ne porte toujours pas de nom et qui a été créé pour Pasaana dans l'ascension de Skywalker. Bix demande au vendeur des melons qui viendraient de Ukyo, une planète agricole inventée pour le roman légende Le Dernier Commandement, dernier tome de la trilogie La Croisade Noire de Jedi Fu. Et ironiquement, Ukyo se trouve juste à côté de Scarif, là où mourra Cassian dans Rogue One. Derrière le vendeur, on peut aussi reconnaître des Mailorun, un fruit assez récurrent dans Star Wars. Plus tard, Cassian croise dans une rue un Ozrelanso, encore une espèce de l'ascension de Skywalker avec Pleska Marno sur Kijimi. Cassian est donc envoyé sur Gorman par Luthen et va se trouver de nouveaux papiers d'identité dans une petite échoppe. Pour se faire reconnaître, les rebelles ont mis en place des phrases codées dont le titre de l'épisode reprend la dernière. Visiting friends? Why do you ask? I'm curious by nature. I have friends everywhere. C'est un trope classique des œuvres d'espionnage et je ne peux m'empêcher à penser à OSS 117. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. En sortant, on peut voir un droïde de protocole P4T de Solo, ainsi qu'un vaisseau que l'on connaît déjà, c'est un Airspeeder Easy Ride de l'Amna Phantom. Sur le chemin, Cassian écoute un message qui lui donne toutes les informations qu'il doit apprendre pour interpréter son nouveau personnage, Varian Sky, et il se rend vers un transport pour Gorman. Il s'agit du même terminal qu'avait emprunté Cyril Karn lorsqu'il était revenu sur Coruscant dans la saison 1, et aussi le même par lequel il repasse lui aussi dans cet arc. Et ce lieu n'est pas n'importe lequel, il s'agit du McLaren Technology Center, le siège du groupe automobile McLaren. Et dans ce bâtiment, Cassian croise un Bith, une espèce alien d'un nouvel espoir. Mais il y a une autre pièce qui a été utilisée pour la série, le centre du leadership de McLaren, qui a été transformé en salle des opérations du BSI. Une fois sur Gorman, Cassian part inspecter la place de la capitale, et en observant le bâtiment impérial en construction, on voit mieux les véhicules utilisés, qui sont du même modèle que ceux utilisés sur Ferrix dans la première saison, ou encore sur Bracca dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. À l'accueil de l'hôtel dans lequel réside Cassian, on retrouve un Easthorn, une espèce à bord du First Light dans Solo. Cassian rencontre ensuite Caro Rylands, le leader du Front Gorman, dans un lieu qui existe réellement. C'est près du Guildhall à Londres, un bâtiment qui était l'hôtel de ville de la Cité de Londres. Rylands expose à Cassian le problème du bâtiment impérial qui serait une armurerie et violerait ainsi la charte impériale, un document qui répertorie les lois les plus importantes de l'Empire, comme décrit dans le beau livre Propaganda, l'art de la propagande dans la galaxie. La réunion avec Rylands se termine par l'arrivée de clients dans la boutique, dont un Abednedo, une espèce inventée pour le réveil de la force. Après ce premier passage sur Gorman, Cassian retrouve Luthen au port Steergard, la planète sur laquelle il avait volé un module NS9 Starpath juste avant le début de la série. Et là j'ai repéré une incohérence. En effet, le titre précise que Steergard se trouve sur la route commerciale de Rima, soit la même route hyper spéciale que Gorman, alors que le beau livre Complete Locations New Edition sorti en mars 2025 place Steergard dans la partie nord de la galaxie, près de la voie Idienne. Ces deux œuvres étant sorties à quelques semaines de différence, il n'est pas impossible que les sources n'aient pas été vérifiées entre elles. Dans tous les cas, Cassian retrouve Luthen Rael à bord de son vaisseau, un transport léger Chevlex V21.1 modifié, et lorsque Cassian s'en approche, il croise des chiens coréliens, des créatures inventées pour Solo A Star Wars Story qu'on avait déjà retrouvées dans Andor sur Ferrix. Luthen dépose ensuite Cassian sur Coruscant qui va directement retrouver Bix Kalin et cette scène est à mettre en parallèle de celle entre Cyril Karn et Dedra Meero. Dans les deux cas, l'homme est parti en mission sur Gorman et revient à la capitale retrouver la femme. D'un côté, Cyril et Dedra sont froids et peu tactiles, de l'autre, Cassian et Bix s'enlacent. De plus, les deux femmes savaient que leur homme allait arriver, mais Dedra avait fait suivre Cyril, alors que Bix a eu un pressentiment.
Après le refus de Cassian de retourner sur Gorman, Lucen envoie Vel, Sartha et Sintakaz qui se retrouvent dans un restaurant et la mise en scène dit tout sur ce plan où la fenêtre sépare les deux personnages mais toujours avec des formes arrondies comme nous sommes avec des rebelles. Et la thématique de la séparation colle à la peau de Vel car cette fois-ci ce n'est pas la distance ou les missions qui vont l'éloigner de son amour mais la mort. De leur côté sur Coruscant, Cassian et Bix s'organisent pour assassiner le Dr Gorst qui hante l'esprit de Bix en le piégeant avec l'outil avec lequel il l'a torturé. Et le plus terrifiant, c'est que cette pièce de torture sur Coruscant est prévue pour avoir un public, comme le laisse imaginer la dernière image. Et lorsque Bix sort du bâtiment, elle passe par ce grand espace avec ce plafond très reconnaissable qui est celui du Lloyd of London, un marché de l'assurance britannique. Toujours sur Coruscant, nous suivons Mon Mothma qui tente de convaincre des sénateurs de se dresser contre l'Empire, comme Daisy O'Ran qu'elle rencontre dans un lieu où les fauteuils ont été repris de l'ambassade de Chandrila de la saison 1 selon StarWars.com. Mon Mothma et Erskine Semaj discutent ensuite avec deux sénateurs aliens, un Tarson et un Otegan, deux espèces du réveil de la Force. L'épisode ne le dit pas, mais j'ai vraiment l'impression que le Tarsent est Lanever Vilsham, le chancelier de la Nouvelle République lors de sa destruction sur Osnane Prime dans l'épisode 7. À l'intérieur du Sénat impérial, Mon s'adresse à un sénateur Singulon, l'espèce du mécanicien Delzoprine de la Résistance dans l'ascension de Skywalker, et lui parle d'augmentation des taux d'incarcération sur des planètes comme Kaifo et Tepazi. Tepazi est une planète proche de Chandrila, inventée pour l'Holonet News dans le cadre de la promotion de l'attaque des clones. Mon Mothma est invité à l'exposition de la collection de Davos Sculdun, mais y sont aussi présents Luthen Rael et Cleia Marquis. Cette dernière, sur Coruscant, poursuit son rôle d'écoute, et le générique de l'épisode 5 représente bien ça, avec la musique interrompue par des enregistrements. On entend 3 codes, Rylos 748, Corellia 222 et Sculdun 343. Le dernier fait un lien avec la famille de Davos Sculdun, le beau-père de la fille de Mon Mothma. Rylos est la planète d'origine des Twi'lek que l'on voit notamment dans The Clone Wars, et Corellia est une planète industrielle sur laquelle a grandi Han Solo, comme vu au début de son film. Cependant, Lucen et Cleia se retrouvent dans une fâcheuse posture car un micro qu'ils ont installé dans une pièce de la collection vendue à Sculdun risque d'être découvert. Et ce micro aurait déjà servi à leurs intérêts pour piéger le colonel Yularen selon les mots de Cleia, et il y aurait eu un scandale dans l'Holonews, impliquant Sculdun et le Grand Vizir. L'Holonews est une chaîne d'information dirigée par l'Empire Galactique, et le Grand Vizir fait référence à Masameda, le chagrien qui accompagne Palpatine depuis l'ère de la République. Avant de partir pour l'exposition de Sculdun, Cleia s'occupe d'une cliente dans la boutique de Lucen. Il s'agit d'une Nobilian, une espèce présente sur Cantobite dans les derniers Jedi. Sur le chemin de l'exposition, Mon Mothma et Perrin Fersa discutent de leur planning et évoquent le banquet de Girvan, une possible référence à David Girvan qui a travaillé sur les scripts de la première saison d'Andor. Pour justifier la présence de Loni Jong, la taupe rebelle au sein du BSI, à l'exposition de Sculdun, Lucen a fait en sorte de transférer le Dr Gorst et de changer les affectations de Jung et Hirt. C'est Leo Partagaz qui leur apprend la nouvelle et il précise que ce sont leurs cousins du renseignement militaire qui s'occuperont désormais de Gorst. L'Empire Galactique a en effet réparti ses activités de renseignement et de contre-espionnage entre deux organisations différentes. Les informations portant principalement sur des questions militaires relèvent du renseignement impérial, une branche de l'armée impériale, alors que les informations relatives aux risques d'insurrection et de trahison relèvent du Bureau de la Sécurité Impériale, le BSI, une branche de la Comporn, la Commission de la Préservation de l'Ordre Nouveau. Le bâtiment de la fameuse réception est un lieu de tournage réel, il s'agit du Palais des Arts Reina Sofia, un opéra à Valence en Espagne. Mon et Perrin y retrouvent un personnage bien connu mais qui a changé de visage, Bail Prestor Organa, le père adoptif de Leia Organa et sénateur d'Alderaan. Le personnage a toujours été interprété en live action par l'acteur Jimmy Smith depuis l'attaque des clones jusqu'à Obi-Wan Kenobi, passant par La Revanche des Sith, Rogue One et même le jeu vidéo légende Le Pouvoir de la Force, mais ici il est joué par l'acteur Benjamin Bratt. Tony Gilroy, le créateur d'Andor, s'est exprimé à propos de ce recast et il a déclaré avoir tout fait pour faire revenir Smith, mais que leur planning respectif ne le permettait pas. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a alors proposé Bratt. Gilroy précise aussi avoir inclus Organa dans l'épisode 6 comme caméo pour que le public discute et s'habitue au recast pour mieux l'exploiter dans l'arc suivant. Ainsi, Bail Organa reviendra normalement la semaine prochaine, logique puisque le personnage fait partie des 3 fondateurs principaux de l'Alliance Rebelle avec Mon Mothma et Saw Gerrera. Autre petit détail, Perrin cite le nom de Brea qui n'est autre que la femme de Bail. Ici, dans la foule, il y a 2 espèces d'aliens connues, les 2 sans aucun nom connu. Ici, une espèce aperçue sur Coruscant dans la première saison, et là une espèce présente sur Cantobite dans les derniers Jedi.
Et enfin, la dernière partie que je n'ai pas abordée est celle de Wilmon Pack, qui est envoyé par Lusan Rael pour donner un coup de main à Saw Gerrera, le leader des Partisans, un groupe rebelle particulièrement violent. Le scénariste de cet arc est Bowie Lemon, qui avait déjà scénarisé l'arc Narkina 5 de la première saison, l'arc qui avait justement réintroduit Saw Gerrera. Dans la première saison, Saw se cachait sur la planète Segra Milo, et ici on le retrouve sur D'Qar, dans une base qui sera utilisée des années plus tard pour la résistance de Leia Organa, puisque c'est là que les combattants contre le Premier Ordre sont présents lors de la bataille de Starkiller. Mais D'Qar se fera ensuite bombarder par le Premier Ordre, et il ne restera plus rien de tout ça. Ce petit détail ne fait que renforcer l'idée que la Résistance réutilise ses connaissances et outils de la Rébellion, comme la base sur Krayt dans les derniers Jedi qui avait déjà été explorée au temps de l'Empire. Et pour l'anecdote, ce lieu existe réellement car les images ont été tournées à la Royal Air Force Greenham Common, une ancienne base aérienne de la Royal Air Force en Angleterre, utilisée à partir de la Seconde Guerre mondiale. Saw est entouré de plusieurs combattants qui viennent de Rogue One avec les frères Tognas Two-Tubes, Edrio et Benthic, le Gigorin Morov, le Meftien Kulbi Sperado et le Sabbat Livan Tenza. Toujours par rapport à Rogue One, les X-Wing T-65B présents ici portent les peintures de l'escadron connu sous le nom d'Ange les Cavernes, ce que l'on voit sur Jedha plus tard et que l'on voyait déjà sur Segra Milo dans la première saison. Mais un autre vaisseau est présent ici avec la même peinture, il s'agit d'un cargo léger YV-865 de classe Aurore, utilisé souvent dans le milieu de la pègre dans la série animée The Clone Wars. Et histoire de rappeler encore une fois la saison 1, l'introduction de Saw est similaire ici, avec une planète et son nom, puis un plan sur la base rebelle, avec un Tognas au premier plan. Saw a donc besoin de Wilmon pour l'aider à voler du Ridonium, un carburant extrêmement explosif et qui fait de superbes couleurs en explosant d'ailleurs. Il a été créé pour The Clone Wars à l'origine, mais on le retrouve un peu partout depuis. Dans l'épisode 5, les partisans se font cuire une créature, c'est un massif, un animal souvent associé au Pierre Tusken sur Tatooine. À la fin de cet épisode, Saw et ses rebelles partent en mission et on a un plan où la caméra est fixée sur l'aile d'un X-Wing qui passe en vitesse lumière, à mettre en miroir de la bataille de Scarif dans Rogue One où la caméra était fixée à un X-Wing sortant de l'hyperespace. Et lorsque Wilmon Pack tente de délivrer le Ridonium, Saw Gerrera lui raconte son lourd passé lors de la guerre des clones où il affrontait l'armée séparatiste dans la jungle d'Onderron. Il raconte en fait ce que l'on voit dans les épisodes de Clone Wars qui ont inventé le personnage. Saw fait même une allusion à sa sœur, Scylla Gerrera, la leader des rebelles d'Onderron qui s'est sacrifiée pour la cause. Et c'est après la mort de sa sœur que Saw a commencé à vriller et est resté dans sa lutte interminable contre le Nouvel Empire. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons fait en live sur Twitch, disponible sur la chaîne YouTube secondaire, ainsi que la review avec Tribune et Max Rebo, disponible sur la chaîne YouTube principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.